arrive à voir les fichiers? Oui, on a le partage, monsieur. Ah, la connexion n'est pas bonne. Ok. Donc la dernière fois, j'ai rappelé le temps que vos collègues arrivent. Donc je vous ai montré la structure d'un cahier de charge. On avait parlé de l'intérêt de recenser les besoins et non pas les buts. On avait dit que pour un problème réel, complexe, il faut passer du temps à bien récolter les besoins des clients parce que ça va se répercuter par la suite au niveau de la maintenance. Plus vous faites bien cette étape d'analyse et définition des besoins, plus vous allez alléger le travail au concepteur et surtout au maintenancier. Parce que si vous oubliez beaucoup de choses, ça va être difficile pour corriger par la suite. Si vous faites les choses avec des incohérences, ça va se répercuter sur l'intégrité des données du système lui-même. Donc c'est pourquoi là, je dois partir. Ok, à chaque fois, je dois faire admettre les gens parce que je n'utilise plus mon compte courant, j'utilise le compte du SCHB. Donc il faut que j'accepte automatiquement les demandes de connexion. S'il y a des gens toujours bloqués, il faut m'avertir qui demandent mon autorisation pour accéder. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Donc, on avait aussi parlé de la structure d'un cahier de charge, des exigences sur un cahier de charge. Ok, un cahier de charge décrit ce que doit faire le système et non pas comment il doit le faire. N'oubliez jamais ça. On ne s'intéresse pas à la conception, à la solution elle-même, mais on s'intéresse au problème. N'oubliez jamais ça. Donc ça, c'est votre objectif en tant qu'analyste. C'est de recenser ce que cherchent les clients et de bien les décrire de façon cohérente et complète. Et il faut que le cahier de charge reflète cela. Il faut qu'il soit aussi lisible, structuré, ok, parce qu'il va y avoir des modifications. Donc il faut que vous arriviez à vous retrouver dans le cahier de charge. Il faut qu'il serve comme un outil de travail pour les gens qui vont venir dans les étapes suivantes. Il faut qu'ils puissent le comprendre et l'utiliser de façon cohérente. Il faudrait qu'ils décrivent les choses qui risquent d'être changées par les évolutions technologiques. Ça, c'est très important pour les maintenanciers. Et on avait dit que ça doit aussi indiquer les bonnes réponses aux événements indésirables externes okay, dont on n'a aucun contrôle, sur lesquels les événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ok, ça c'est bloqué, j'attends. Okay. Donc, on avait dit qu'une fois que vous avez recensé les besoins, vous avez analysé le problème en décrivant les postes de travail, les documents en entrée en sortie de chaque poste de travail, les tâches de chaque poste de travail. Vous essayerez par la suite de donner un schéma conceptuel de votre système. Ça va vous aider à vous retrouver, à ne rien oublier. Et il faut utiliser pour cela un schéma graphique du type diagramme de flux de données, diagramme de circulation de documents si vous êtes dans les systèmes d'information, ou bien diagramme de flux de données si vous êtes dans les autres systèmes d'information ou les autres systèmes. Il y a des systèmes, plusieurs langages, mais il faut le faire. Il faut utiliser quand même un schéma conceptuel graphique pour recenser les grandes fonctionnalités à partir de votre analyse et ensuite découper prendre chaque grande fonctionnalité, la détailler elle-même sous forme de fonctionnalité d'un niveau moins élevé, avec plus de détails, et ainsi de suite. On appelle ça une approche hiérarchique, descendante, top-down. Ça s'appelle aussi l'approche cartésienne. Ça va vous aider beaucoup pour ne rien oublier. Okay, pour comprendre le système actuel et recenser par la suite les besoins fonctionnalité par fonctionnalité. Les besoins fonctionnels, donc vous devez les rédiger du type, avec des phrases du type le système doit faire cela, doit faire cela, doit faire cela. Mais moi, je préfère les langages graphiques. Le langage naturel, certes, il est bon comme premier langage pour décrire les besoins, mais il est ambigu, il n'est pas structuré, donc il faudrait utiliser des langages structurés ou bien des langages formels, mathématiques.
Ça, pour les systèmes compliqués. Pour les systèmes, donc, pour les langages structurés, utilisez les diagrammes de cas d'utilisation avec les diagrammes d'activité vous permettent de bien décrire ce que vous voulez implémenter. Maintenant, si vous travaillez sur des systèmes critiques, là, pour certaines parties, il faudrait passer à des langages mathématiques, hein, ce qu'on appelle les langages de spécification théorique, mathématiques ou formels. Les besoins non fonctionnels, ça porte sur les performances, sur les contraintes. Donc, il faut faire attention aux conflits. Et on avait dit aussi, à la fin, il faut valider. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce qu'on avait traité cette question-là ou non? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Ah, ok. Parce que tout à l'heure, il y a eu des coupures. Ok. Donc, comment valider un cahier de charge? Comment s'assurer qu'il est complet et qu'il est cohérent? Ok, je vais revenir parce que des fois, il y a des gens qui demandent à être admis. Donc, comment vous validez un cahier de charge? Vous avez écrit des choses. Comment vous pouvez vous assurer que ce que vous avez écrit est complet, cohérent, il n'y a pas de faute dedans? Vous n'êtes que 14, hein? Très bien. La première technique, la plus simple, ok. Il faut s'assurer que ce que vous avez écrit est correct tout d'abord. Il n'y a pas des contradictions. Que ça correspond exactement à ce que cherche le client pour ne pas faire un mauvais logiciel. C'est ce qu'on rencontre dans la réalité. Donc, la première des choses, et s'assurer aussi de la validité, de la faisabilité technique hein, du logiciel des fois. Donc, la première des choses, c'est faire une revue, une relecture du cahier de charge. Ok, sachez qu'il y a des systèmes qui ont été réécrits à 95%. 95% du code a été réécrit à cause des définitions des besoins. Donc, la moindre des choses, c'est de rechercher par lecture, par simple lecture. Maintenant, il y a mieux que les lectures et les revues simples par le même auteur, c'est de faire des lectures croisées. Les lectures croisées, c'est quoi? C'est que quand vous avez un système complexe, généralement, il y a plusieurs analystes. Donc, chaque analyste passe ce qu'il a décrit à ses collègues, à un collègue, ce qu'on appelle le lecteur. Lui, il est auteur, son collègue devient pour lui un lecteur. Il va lire ses diagrammes ou ses descriptions, il va lui faire un rapport. Le rapport dans lequel il va mentionner les choses erronées ou qu'il voit comme erronées. Il peut lui suggérer des améliorations et ainsi de suite. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça, le rapport, il va soit le mettre en pratique et il l'exécute, soit il n'est pas d'accord, il fait un autre rapport, contre-rapport pour répondre à ce lecteur-là. Maintenant, s'il y a des désaccords entre les deux, il faut passer à ce qu'on appelle des comités de lecture. Des comités de lecture. Donc, les comités de lecture permettent de trancher quand il y a des désaccords. Pourquoi on est obligé de faire des lectures croisées avec des comités de lecture qui tranchent sur les diagrammes au départ? Parce que ces diagrammes sont très importants pour certains systèmes. On peut ne pas le faire pour les systèmes d'information, mais pour des systèmes de contrôle d'avion ou des systèmes dangereux, on est obligé de faire ça. Est-ce que vous avez compris cela? Quand vous implémentez, avant d'implémenter, vous devez être d'accord avec votre équipe sur les choses à implémenter, parce que vous pouvez implémenter des choses qui peuvent se révéler dangereuses pour des systèmes critiques. Donc là, on est obligé d'utiliser ce système de lecture croisée avec des comités de lecture qui vont vérifier vos diagrammes. Okay. Vous-même, vous allez vérifier les travaux de vos collègues et vos collègues vont vérifier les vôtres. Parce que l'être humain ne voit pas ses propres erreurs. L'être humain, le schéma mental dans sa tête qui l'a conduit à faire une faute, c'est le même schéma qui va lui dire que ce qu'il a fait est correct. Il ne va pas voir sa faute. Donc, le fait que vous montriez vos diagrammes à d'autres personnes, de la même équipe, bien sûr, il y a le secret professionnel, où il y a des choses. Si vous les montrez à vos collègues, ils pourraient vous donner des remarques pour améliorer, pour corriger, pour éclater, pour regrouper, etc. Maintenant,
quand il y a un désaccord profond entre un lecteur et un auteur dans une même équipe, on passe à des comités de lecture. Et ça, c'est un modèle très, très intéressant. Maintenant, il y a des logiciels qui vous permettent d'enregistrer tous ces rapports dans des bases de données. Et en cas de pépin, en cas de catastrophe, on sait qui a suggéré quoi. C'est bon? Ya Jama'a, je suis en train. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, je sais que vous m'entendez, mais est-ce que vous m'écoutez? Ok, je ne vois pas les commentaires, hein. Ouais. Maintenant, vous pouvez aussi vous faire aider par ce qu'on appelle les analyseurs de mots-clés. مثلا عندك un cahier de charge fait 50 pages ou 500 pages. Ok, il y a des cahiers de charge qui contiennent jusqu'à 2000, 3000 pages, hein. Surtout quand vous utilisez le langage naturel dans les premières parties, vous pouvez écrire des choses et leur contraire. Et comme ces paragraphes sont dispersés, vous ne pouvez pas s'assurer que vous avez écrit les mêmes choses. Quand vous aurez atteint la page 5, vous aurez oublié. Quand vous atteignez maintenant la page 50, vous aurez déjà oublié ce que vous avez lu dans les premières pages. Donc, il n'y a pas mieux que ces analyseurs de mots-clés auxquels on donne un mot-clé qui m'a mémoire, accès, un mot technique. Il va vous faire sortir tous les paragraphes qui traitent ces mots-clés. Et là, vous pourrez comparer les paragraphes parce que vous les aurez extraits à partir du cahier de charge et ils sont devant vos yeux. Donc, vous pouvez les lire et comparer les différents paragraphes pour s'assurer qu'il n'y a pas un conflit. Vous n'avez pas écrit une chose et ils sont contraires dans ces paragraphes. Ça permet d'améliorer avec enfin, il y a des outils qui permettent de faire ça. OK? Il y a aussi les simulateurs. La moindre des simulations, c'est quand vous faites مثلًا un logiciel de gestion scolarité, on vous explique la procédure d'enregistrement d'un étudiant. OK. Vous n'êtes pas sûr que vous avez tout compris. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simuler l'inscription d'un étudiant fictif qui n'existe pas devant le gestionnaire de scolarité et lui va vous guider en cas de problème. Il pourrait vous dire: «Ah, vous vous êtes trompé, ce que vous avez mis, là, c'est pas correct». Vous pouvez même simuler avec les diagrammes de avec les diagrammes de cas d'utilisation. Vous pouvez les utiliser pour simuler. Ça, c'est une simulation de bas niveau. Maintenant, quand vous avez des systèmes complexes, réactifs, ah, ok, avec vous pouvez construire des modèles mathématiques du type réseau de Petri ou les automates, ou bien les diagrammes de séquence. Vous pouvez les utiliser pour faire des simulations. Sachez que les simulateurs sont très utilisés. OK? Les diagrammes de séquence UML ont été utilisés pour simuler, le fonctionnement de certains logiciels, protocoles, de certains systèmes de contrôle, avant de les implémenter. OK. On ne va pas faire toutes les exécutions possibles. C'est des exécutions symboliques. Maintenant, c'est-à-dire symbolique, c'est-à-dire c'est pas du vrai code, OK? Vous êtes en train de simuler un automate, vous essayez d'injecter des événements et vous regardez si votre automate fonctionne correctement, il n'atteint pas des états interdits ou des choses interdites. Mais pour cela, il faut faire le modèle, souvent un modèle mathématique de votre futur logiciel. Vous pouvez encore faire mieux, vous pouvez utiliser des modèles mathématiques, des langages mathématiques comme les réseaux de Petri, OK. Vous pouvez utiliser tout cela pour faire de la vérification automatique. C'est-à-dire faire une recherche exhaustive dans l'espace d'état, le modèle, pour s'assurer que vous n'allez jamais violer une certaine propriété de sûreté de fonctionnement, etc. Vous allez toujours faire quelque chose de bon. OK, les bonnes propriétés seront toujours vérifiées. Ça, on peut le faire avec ce qu'on appelle les modèles checkers ou bien les theorem provers. C'est des c'est plus que les simulateurs. Sachez que le fait d'utiliser un langage formel pour décrire les systèmes, les besoins dans les systèmes critiques, ça permet d'éliminer 50% des fautes de définition des besoins. Le fait d'utiliser un langage précis, ça vous permet d'éviter de faire de fautes. C'est ce qu'on appelle l'évitement des fautes. Maintenant, si vous faites encore un effort pour appliquer des techniques mathématiques de vérification, vous aurez peut-être la chance d'éliminer 30-40% des fautes possibles, restantes. Il y aura toujours des fautes qui vont glisser parce qu'on ne peut pas prévoir tous les cas possibles, tous les scénarios d'exécution possibles. Donc, les simulateurs sont un bon problème, un bon outil.
Ok, il faut toujours, ok, bien sûr, dans tous les cas, vous êtes obligé de dialoguer avec les futurs utilisateurs, ok, pour comprendre, pour raffiner vos modèles ou pour raffiner vos cahiers de charge, vos paragraphes. Ok. L'autre technique, c'est le prototypage. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez implémenter, faites un prototype. Développez une première version exécutable, jetable ou non, et essayez de l'exécuter avec votre client pour s'assurer que ce que vous êtes en train de faire est correct. D'ailleurs, c'est faisable techniquement. Si on vous demande des performances formidables, vous pouvez faire une première application sur laquelle vous pouvez faire des expérimentations. Okay. Le marquage est un type de prototypage. Je vais l'expliquer par la suite. Donc maintenant, si le prototype est bon, vous le gardez. S'il est bon sur le plan maintenabilité, vous le gardez et vous le corrigez pour satisfaire le client. Maintenant, si vous voyez que le prototype est plein de fautes ou difficile à corriger, vous le jetez et vous refaites le développement à partir d'un cahier de charge que vous aurez déjà corrigé, bien sûr, qui aurait été déjà corrigé grâce à l'expérimentation. Vous devez trancher. Pour certaines performances, c'est grâce au prototypage qu'on tranche. Garder telle propriété, éliminer telle propriété, performance, performance. OK. Le prototypage le plus simple, c'est le Windows, c'est les fenêtres graphiques. Maintenant, avec les outils modernes, quand un client vient, il vous explique ce qu'il cherche, vous pouvez lui faire facilement une interface graphique ou une interface web avec les outils modernes, sans implémenter quoi que ce soit. Déjà, en regardant les menus ou les options, il pourrait vous guider pour ajouter. Donc, ça vous permet de corriger le cahier de charge si vous avez oublié des choses. Okay? Ou là, vous avez mis des choses absurdes qui ne cherchent pas. OK? Ça, c'est une technique. Donc, prototypage et marquage sont des outils très intéressants. Okay? Donc, on a cité le prototypage, marquage, les simulateurs et les vérificateurs des modèles. Donc, vous modélisez, vous vérifiez les modèles, vous les simulez avec des exécutions partielles, c'est des tests. C'est comme si vous avez un programme, mais quand on a le programme, on le teste. Mais quand on n'a pas le programme, quand on a compris ce qu'on doit implémenter, on peut faire un modèle exécutable du futur logiciel avec des langages appropriés, comme les automates maintenant. Et vous pouvez faire des exécutions partielles pour voir si vous n'allez jamais atteindre quelque chose de mauvais, un état interdit, où là, vous allez toujours faire les choses qu'il faudrait faire. Ça, c'est surtout pour les systèmes de contrôle. Et la moindre des choses, c'est de faire la lecture. Il n'y a pas mieux que de relire ce que vous avez écrit, de faire des simulations avec le client et de faire des lectures croisées avec vos collègues. Est-ce que tout le monde a compris cela? S'il vous plaît, là. Allô? C'est compris, monsieur. C'est pas quelque chose de difficile. Ok, moi, je vous propose toujours quand vous écrivez des cahiers de charges, de revoir le cahier de charge avec vos clients en faisant des simulations quand vous faites des systèmes d'information, bien sûr, des trucs de gestion. Ok, vous essayez toujours de faire comprendre à votre client ce que vous avez compris de lui. C'est bon? Maintenant, s'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, donc l'analyse et définition des besoins, je vous ai dit, c'est l'étape, pour moi, c'est la plus importante parce que beaucoup de monde, quand des gens, généralement, font du développement, ils passent cette étape rapidement. OK, s'ils connaissent le domaine, tant mieux. Donc, ils ont toutes les fonctionnalités en tête, ce qu'il faut. Mais maintenant, si vous ne connaissez pas le domaine, faites très attention à ce que cherche le client. OK? Et vous devez vous assurer de la faisabilité technique quand vous avez des systèmes novateurs. Ou là, il faut s'assurer de la faisabilité. Ça serait bien de faire du prototypage, s'il le faut maintenant. Si le système est assez simple, vous pouvez recenser et faire de la revue du cahier de charge avec le client pour s'assurer que vous n'avez rien compris, vous n'avez rien oublié et que ce que vous avez compris, c'est ce que cherche le client. Pour les systèmes complexes, les protocoles,
les protocoles de communication, pour les systèmes de contrôle, ce qu'on appelle les systèmes réactifs, on est obligé de passer par les modélisations formelles. Okay? Soit pour juste pour écrire les choses correctement, soit pour faire de la vérification automatique avec des outils appropriés, ce qu'on appelle les modèles checkers. Ok. Maintenant, s'il n'y a plus de questions, je passe au chapitre suivant. Donc, je ne vais pas faire les diagrammes de classe directement, je vais parler du paradigme orienté objet. Si vous voyez que c'est des choses futiles pour vous, que vous connaissez très bien, je peux passer cette partie-là. C'est à vous de décider. Si vous voulez que je passe directement au diagramme de classe, je pourrais le faire. Je ne peux pas trancher à votre place. Hein. Allô? Oui, monsieur. Oshini, oui, monsieur. Ya Ben Abdi. Ah, vous avez dit allô, je voulais dire oui, monsieur, pour... Je vous ai posé une question, vous l'avez entendu? Oui, oui, mais genre, je peux pas décider toute seule. C'est Non, pour ça tu que peux je décider. ne Hein. pouvais rien dire. Anne, je t'autorise. OK? Si quelqu'un me dit oui, c'est futile, je vais passer directement au diagramme de classe. Si vous me dites que c'est intéressant à voir, on va voir tout ça. Généralement, quand vous faites le cours, genre quand vous faites ce chapitre, vous devez aborder ce sujet. Si vous Non, devez quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. C'est-à-dire, ça, c'est un cours qui porte sur la critique de l'approche procédurale et le pourquoi de l'approche, pourquoi il y a eu l'orienté objet. D'accord, d'accord. Donc, C'est-à-dire, je le fais quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. si vous avez le temps, pourquoi pas l'aborder? Ah, d'accord. Si je pense, on peut le faire. Hein? Si je pense, on peut le faire. S'il y a le temps. D'accord. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des difficultés à comprendre l'orienté objet? C'est-à-dire, c'est juste parce que le GL se base sur les langages de programmation en partie. Hein. Donc, tout le monde a compris la différence entre le paradigme orienté objet. Donc, je vais essayer d'aller. Peut-être je vais passer ça, ok, du moment que les gens ne sont pas intéressés par cela. Donc, je vais passer directement au diagramme de classe. Donc, pardonnez-moi. Je vais passer donc au diagramme de classe. Vous avez déjà fait peut-être tout cela, donc pour ne pas vous encombrer avec des détails que vous connaissez déjà. Donc, je vais passer au diagramme de... Attendez. Donc, comme tout le monde le sait, comme vous l'avez déjà fait dans l'orienté objet, les systèmes orientés objets sont composés d'objets, ce qu'on appelle de capsules qui englobent un état partiel. On dit qu'une capsule contient un état local et que l'état global du système orienté objet est composé des états locaux des capsules. Chaque capsule contient des membres donnés, ce qu'on appelle les attributs dans le langage Java, et des membres fonctions, de façon à ce que ces fonctions-là ne peuvent toucher que les données appartenant à la même capsule. Et comme il y a cette encapsulation, c'est-à-dire où chaque objet n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires des autres, okay, comme on le dit, l'orienté objet, c'est de l'individualisme. C'est l'individualisme avec responsabilité. C'est l'individualisme avec... Comment? Comment? On ne voit pas le partage. D'accord. Vous ne voyez rien. Attendez. Et là, il me dit... Est-ce que vous voyez le diagramme des objets? Oui. Là, c'est... Non, monsieur. Attendez. Je vais fermer l'autre. Peut-être que c'est l'autre qui le bloque. Maintenant, est-ce que vous voyez? Attendez. Est-ce que vous voyez? Non, pas encore. Toujours pas. Ah, ok. Et pourtant, c'est le même fichier. C'est un fichier. Je vais arrêter le partage et je vais repartager.
Ok. Maintenant, j'espère que vous voyez. Oui. Bien. Donc, comme vous l'avez déjà vu, parce que le cours ne porte pas sur le paradigme orienté objet. Hein, il vous montre comment on modélise un système orienté objet, okay, conçu avec des classes, avec des instances de classe. Donc, il suppose que vous connaissez déjà toutes ces notions. Donc, les objets sont des capsules qui contiennent des données et des traitements sous forme de membres fonctions. Et le seul moyen de communication entre les objets, c'est quoi? Ce n'est pas les variables partagées, on les avait interdits. Okay, ça existait dans l'approche procédurale et ça a été interdit dans l'approche orientée objet. Donc, d'ailleurs, la première chose qui avait incité les gens à développer de l'orienté objet, c'était les problèmes de variables partagées et les problèmes d'accès des objets externes à l'intérieur d'un autre objet. Donc, les gens avaient vu que cela induisait beaucoup de travaux de maintenance, ce qui avait donc conduit les développeurs de langage de programmation à proposer l'encapsulation, le masquage, pas d'informations, de données, parce que le masquage d'informations, c'est plus compliqué que ça quand vous l'avez déjà étudié dans l'orienté objet. Donc, le masquage de données consiste à interdire à des capsules externes d'accéder aux données d'une certaine capsule. Les seuls capables de manipuler les données d'une capsule, d'un objet, ce qu'on appelle un objet, c'est les fonctions appartenant à la même capsule. Okay? Donc, le seul moyen de communication, donc il faut qu'il y ait que ces objets-là concourent à la réalisation du même objectif. Ils font partie du même système. Donc, vous avez une centaine d'objets qui s'exécutent. Un objet peut créer d'autres objets, comme vous le savez. Mais ces objets-là doivent coopérer pour réaliser des tâches communes. Parce que, qu'est-ce que je vous ai dit? L'orienté objet, c'est de l'individualisme. Au lieu d'avoir un seul maître qui contrôle tout, on a des objets indépendants et encapsulés. Et chacun fait une partie du travail, quelques tâches, spécialisées dans des tâches. Et il faut mettre tout le monde en coopération. Comment les mettre en coopération? C'est grâce à un mécanisme. Quel est ce mécanisme? Là, le mécanisme, c'est la communication par envoi de messages. Le seul moyen de... Il n'y a pas d'appel procédural. Dans l'orienté objet, il n'y a pas d'appel procédural. Il y a l'envoi de messages. Quand un message est reçu par un objet, il va chercher dans son dictionnaire s'il y a déjà une méthode qui pourrait répondre à ce message-là. Le message, souvent, c'est le nom de la méthode, mais rien n'empêche d'avoir d'autres techniques pour sélectionner la méthode. Donc, il y a un sélectionneur qui va sélectionner la bonne méthode pour répondre au message et exécuter cette méthode. Cette méthode elle-même peut créer des objets, elle peut faire appel à d'autres méthodes par envoi de messages sur le même objet ou dans d'autres objets. Donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'envoi de messages. OK? Comment on modélise? Donc, dans la réalité, tout est objet et beaucoup d'objets partagent la même structure, c'est-à-dire les mêmes données, les mêmes traitements, pas les mêmes valeurs, pas forcément les mêmes valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les objets par classe. C'est ce que vous avez étudié. Okay? D'ailleurs, dans la réalité, en tant qu'être humain, pour manipuler la complexité du monde, on est obligé de regrouper les choses qu'on apprend sous forme de groupes, sous forme de classes, pour pouvoir les manipuler facilement. Okay? Les objets sont les instances des classes. Une classe, c'est statique. Elle existe, elle ne s'exécute pas. Elle existe, certes, en mémoire. Donc, comme vous savez, une classe est un objet spécial. Hein, quand vous l'avez étudié, la classe est une instance de la métaclasse. Mais la classe, c'est le moule qui nous permet, pendant l'exécution, de créer des objets, les instances. Donc, une classe, on lui réserve de la mémoire, mais il n'y a pas vraiment d'exécution sur les classes, sauf pour certaines méthodes qu'on appelle les méthodes de classe statiques, les méthodes statiques que vous avez étudiées. Mais généralement, on travaille avec les objets. C'est les objets qui sont créés pendant l'exécution, auxquels on réserve de la mémoire, qui seront utilisés pour l'exécution des méthodes sur les données, leurs données. Donc, on ne peut jamais avoir un objet sans avoir sa classe. Est-ce que quelqu'un peut me justifier cette phrase-là?
Pourquoi on ne peut pas trouver un objet sans avoir sa classe? Bien sûr, il y a certains langages qu'on appelle les langages de prototypage, okay, qui utilisent un autre type. Okay. Je parle des langages orientés objets classiques que vous avez étudiés. Pourquoi il n'y a pas la possibilité d'avoir un objet sans sa classe? Allô? Vous avez fait l'orienté objet? Aucun problème, mais s'il y a du bruit, معليش. Monsieur, vous Oui, m'entendez? oui, oui, je vous entends. Parce que pour créer un objet, il faut passer par un constructeur. Oui, il vous faut une classe. Je peux mettre le... Il faut une classe car tout objet a une classe. Oui, je sais. Pourquoi? Les objets sont instanciés à partir de leur classe. D'accord. C'est pour pouvoir réserver de la mémoire. Si vous n'avez pas... OK. Quand vous écrivez INTX, avec l'X, on lui réserve combien d'octets dans Java? Vous êtes le compilateur Java. Vous lui réservez combien? 4 octets. 4 octets. Comment le compilateur va savoir qu'il va réserver pour l'instance X 4 octets? Parce que c'est le type qui lui a permis de savoir que X est de type X, il lui faut 4 octets. Maintenant, quand vous avez un objet, okay, même si vous avez un mécanisme pour créer un objet comme ça, mais combien de mémoire je vais lui réserver dans la RAM? Je n'ai aucun moyen. Le seul moyen, c'est de regarder la structure. Il faut qu'il y ait une description de la structure de l'objet quelque part, où on a les types de chaque élément de cette structure. قال مثلا عندي X de type int, Y de type, je sais pas, float. Et grâce à ça que je pourrais faire la somme, ok, la somme pour réserver la mémoire. Donc, si vous n'avez pas la classe, vous n'aurez pas l'objet déjà. Maintenant, à l'intérieur, comment partitionner l'espace? On le partitionne selon la structure, décrite quelque part. Et cette description, c'est ce qu'on appelle la classe. La classe, c'est la description de la structure et des comportements des objets et appartenant à cette classe-là. L'objet, la classe, c'est le moule. L'objet, c'est l'instance. C'est comme pour les langages classiques, hein, int ou float. Si vous n'avez pas le typage, vous ne pouvez pas réserver. Maintenant, vous pouvez me dire, monsieur, il y a des langages sans typage. Je peux utiliser une variable sans typage, qui me fait le Python. Mais pour réserver, il faut initialiser la variable. C'est grâce à la valeur d'initialisation qu'on va déduire le type. Le x, maintenant, avec une variable sans déclaration, x égale à, je ne sais pas, 5. 5, vous ne mettez pas point, donc c'est int, donc je vais réserver tant d'octets, selon le compilateur Python. Maintenant, si vous mettez 5.0 ou le 0.1 ou le, OK, ça devient un float. Donc, on réserve plus de mémoire. Donc, s'il n'y a pas le type, on ne peut pas réserver. OK? Tout objet est une instance de sa classe, bien sûr. Vous pouvez avoir des classes sans objet. Vous pouvez avoir des classes sans objet. Quelles sont ces classes-là? C'est un rappel, hein, de l'orienté objet que vous avez fait. Une classe sans objet, comment on l'appelle? Sans instance. Les classes abstraites. Très bien. Mais c'est pas... Oui, une classe abstraite. Elle sert comme réservoir pour les propriétés communes, pour l'héritage. Quand vous avez des fois, on met des classes abstraites, mais je une utilité. Elles ont une grande utilité, c'est pour factoriser les propriétés communes. Quand vous avez beaucoup de classes ou qui partagent beaucoup de choses, on peut créer des classes abstraites dans lesquelles on met les choses communes, les propriétés communes. Quand je dis les propriétés communes, les attributs ou les méthodes dans le langage. Ou bien les membres donnés, membres fonctions quand vous travaillez avec le C++. C'est bon? Ça, c'est la modélisation d'une classe UML simple. Du moment que vous connaissez ce que c'est une classe, ok, la classe elle-même est un objet, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. La classe elle-même est un objet. Dans l'orienté objet, tout est objet. Je répète, dans un monde orienté objet, tout est objet, y compris la classe. La classe, c'est un objet particulier. Ok. C'est une classe, la classe, c'est un objet spécifique. Andou sa propre classe. La classe de la classe, c'est ce qu'on appelle la métaclasse. Ok? Parce que quand vous faites le load d'une classe, loading telle classe, quand vous chargez une classe, quand vous, ok, dans certains langages, on peut, ok, même dans le Java, on peut loader des classes spéciales, hein,
des classes. On peut faire le loading des classes. Donc, il y a de la réservation mémoire pour les classes, bien qu'il n'y a pas une exécution directe sur les classes. Donc, la classe elle-même, on lui réserve la mémoire selon des procédures définies dans une méta-classe. OK? Vous pouvez raisonner sur les classes. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, on est des utilisateurs. Les plus simples. OK? Donc, vous avez une classe, elle comporte au moins 3 parties. Le nom de la classe, les attributs, les opérations. Pourquoi j'ai utilisé le terme opération et non pas méthode? Parce qu'en réalité, on donne les signatures BAC. On ne donne pas le code. Dans le diagramme de classe, on ne donne pas les codes. Donc, on donne les signatures, donc on parle d'opération. Ça, c'est un exemple avec un outil. Vous pouvez dessiner. Ça, c'est les classes les plus simples. Comment je sais que ça, c'est des méthodes? Parce qu'il y a les parenthèses, il y a les verbes d'action à l'infinitif, donc je sais immédiatement que c'est des classes. Bien sûr, ça se trouve dans le troisième compartiment de ce rectangle, donc c'est des méthodes. Généralement, les données portent des noms, des substantifs, asma, donc généralement, on leur associe des types, string, integer, etc. Il y a le nom de la classe. Donc, c'est simple, la classe est simple. Sauf que dans le monde réel, il n'y a pas qu'une seule classe, il y a plusieurs. Et ces classes sont reliées par des associations, par des relations. Donc, on va aussi étudier les associations. Monsieur, donc, sache, oui. l'écran est bloqué. Ah, j'ai avancé. Elle a avancé, Andy. Non. Quel numéro de slide? Le titre. Oui, on est toujours à la première diapositive. Et vous ne dites pas que vous êtes bloqué. En fait, j'allais vous le dire. Et je suis à la 5e. Oui. Toujours la première. Et puis, on voit le curseur qui bouge. Bizarre. Ok. Attendez. Je vais partager avec vous tout l'écran. Tout l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon entire screen. Partager. C'est bon. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Ça. Ok, il fallait. Ok, donc il y a des bugs, hein? Ou bien mon micro est complètement déclassé. Donc, c'est bon, vous voyez là la représentation d'une classe? Oui. Donc, c'est un petit rectangle avec 3 compartiments. Le nom de la classe, les attributs, les opérations. Ça, c'est un exemple d'un outil. Motocyclette, couleur, cylindre, vitesse. Quand vous voyez les gens qui respectent les bons préceptes de la programmation, généralement, ils utilisent des substantifs, des noms pour les données ou des verbes pour les méthodes. Ça, c'est pas une obligation. Ça, c'est une consigne. C'est bon? Je vous ai dit que là, ce n'est qu'une seule classe parce que dans la réalité, vous allez modéliser beaucoup de classes. Et il faut les relier par des associations, par des relations d'héritage, etc. Donc, on va voir ça par la suite. Il faut comprendre une chose, c'est que la classe est un contrat. Celui qui crée une classe, il la donne à d'autres, il est en train de passer un contrat avec les utilisateurs de sa classe. Il s'engage à fournir tous les services publiés dans sa spécification. Quand vous envoyez ça à quelqu'un, et vous dites à quelqu'un, dans votre propre projet, dans le même projet, vous leur dites que je suis en train de développer la classe motocyclette, qui permet de démarrer, d'accélérer, freiner, supposons que c'est un logiciel de simulation graphique. Donc, moi, en tant qu'utilisateur de votre classe, je vais comprendre que votre classe me permettrait par la suite d'instancier des objets que je pourrais démarrer, accélérer, faire démarrer, faire accélérer et faire freiner. Est-ce que vous avez compris ça? C'est un contrat. Malgré que je n'ai pas encore vu le code. Je vais faire du développement sur la base de quelque chose que vous m'aurez décrit à l'aide d'un diagramme, à l'aide d'une description. Mais chaque diagramme, des fois, même, il y a des descriptions. Est-ce que tout le monde a compris ce principe-là? Quand vous me dites qu'une méthode est publique, donc je pourrais l'utiliser. Quand vous me dites que telle variable ou telle méthode est privée, donc je n'ai pas le droit de
l'utiliser. Je dois m'engager à ne pas l'utiliser. Demain, ok, si on utilise un langage orienté objet, il va m'obliger à respecter ces concepts. Mais maintenant, si on travaille avec du C, ok, on doit être autodiscipliné pour respecter ce concept. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ok, j'avance. J'espère que tout le monde m'écoute ou voit les slides. Donc, il faut garder en tête cette séparation entre la spécification et la réalisation d'une classe. Moi, en tant qu'utilisateur de votre classe, je ne suis pas autorisé à voir la structure interne, le code interne, l'implémentation, la réalisation. Je ne peux voir que ce que vous me donnez comme interface, comme spécification de votre classe. C'est comme ça que les gens travaillent en parallèle. Croyez que quelqu'un va attendre les autres pour qu'ils terminent leur classe. Non, il fait son travail en supposant que les autres vont lui fournir un package avec les classes telles que ça a été décrit dans leur diagramme. Allô? 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 Oui, monsieur, oui, monsieur. C'est bon, c'est bon. واحد يتطوع يقول الشيخ نسمعه de temps à autre. Au moins نحس الهواء تاعكم نفس. Donc, si je n'arrive pas, j'ai l'impression de parler à moi. Ok? Donc, c'est ça. L'idée, pardon. L'idée, c'est de masquer les détails de réalisation. C'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc, vous pouvez rajouter des compartiments supplémentaires pour ceux qui font maintenant des systèmes très critiques. J'aimerais bien voir des exceptions. Quelles sont les exceptions que votre classe peut générer, que je dois traiter. Ça, c'est très important. Les responsabilités, quelles sont les préconditions, post-conditions sur chaque méthode. Ça, c'est très important. OK? Mais généralement, dans nos exercices, on va se contenter, dans la plupart des livres, on se contente des trois classes. Nom de classe, attributs et méthode. Encapsulation, vous ne devez pas accéder à la structure interne. Vous ne pouvez manipuler les objets qu'à travers l'interface, son interface. Et c'est quoi l'interface? C'est les méthodes publiques. Normalement, on ne peut même pas rajouter le mot des attributs publics parce que dans un langage orienté objet pur, tous les attributs sont privés. Normal. Mais maintenant, si vous avez une interface avec des variables privées, publiques, donc ça devient aussi une partie de l'interface de votre classe. C'est bon? Là, par exemple, vitesse c'est privé. Les opérations sont publiques. OK? OK, il y a un décalage. Donc, il se peut que certaines méthodes soient privées, hein, rien n'empêche. Donc, comment on assure l'encapsulation? C'est avec ce qu'on appelle les modificateurs d'accès, les règles de visibilité que vous avez étudiées. Donc, ça vous permet d'interdire l'accès à certaines propriétés, certains attributs, certaines méthodes. Comme ça vous permet d'ouvrir. Okay? Faites attention, il y a des gens qui vous disent « Ah, vaut mieux laisser toutes les variables publiques pour alléger le travail au programmeur. » Ça, c'est mauvais. Quelque chose qui risque d'être modifié dans les futures versions de votre logiciel, vaut mieux le cacher. Un attribut qui risque d'être modifié, c'est-à-dire en termes de type ou en termes de taille, il faut le cacher. Il faut donner les getters et setters qui permettent d'accéder à cette information. Vous pouvez changer la variable sans changer les méthodes. Ça vous permet par la suite d'améliorer la maintenabilité. Donc, ne dites pas que j'ai intérêt à casser l'encapsulation pour réduire le temps d'accès aux attributs ou pour améliorer faciliter la vie au programmeur. Ça, c'est mauvais. Il faut regarder la maintenabilité. Tout ce qui risque de changer dans les futures versions, tout ce qui n'est pas censé être vu par les autres doit être caché. Ça permet d'augmenter la visibilité, d'augmenter la maintenabilité. La visibilité est l'un des détails les plus importants que l'on peut spécifier pour les attributs et les opérations. Ça permet de mettre en application les règles de visibilité. Donc, vous avez 4 qui m'apprêtent tout Java ou là, je ne sais pas, c'est Sharp ou autre langage. Vous avez 4 niveaux de visibilité. Le plus simple, c'est public. Public, qu'est-ce qui vous permet? Il permet
quand vous définissez une méthode ou un attribut, enfin, je n'aime pas dire qu'un attribut public, mais mal. Si vous définissez une méthode comme publique, ça veut dire que cette méthode peut être invoquée par toutes les méthodes de la même classe ou des classes appartenant au même package ou bien à d'autres packages. C'est bon? Par contre, faites attention. Quand vous dites privé, privé c'est l'autre, hein, numéro 3. On met généralement moins devant. Quand vous dessinez les diagrammes, vous pouvez mettre moins pour dire que c'est une méthode privée ou bien une variable privée. Quand vous dites que quelque chose est privé, ça veut dire que uniquement les méthodes appartenant à la même classe qui peuvent accéder à cette variable. Ok, appartenant au même objet. C'est bon? Entre les deux, il y a des niveaux. Est-ce que vous connaissez Protected? Vous avez étudié Protected? Oui, pour l'héritage. Oui. Donc, vous permettez à toutes les méthodes de toutes les classes, de la classe elle-même et des sous-classes d'accéder à cette variable. Le mode package, quand vous ne mettez rien, c'est package, hein, Java. On met tilt, avec le symbole tilt, devant le, quand on modélise. C'est quoi le mode package? Quand vous ne mettez pas public, ça veut dire que vous êtes en train d'utiliser le mode package. Le mode package, une méthode dans une classe ne peut être accédée que par les méthodes de la même classe ou bien les classes ou bien les méthodes des autres classes qui appartiennent au même package. Au même package. Ce n'est pas public. C'est public avec restriction au même package, aux classes de la même package, du même package. C'est bon? Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser avec plus, dièse pour protected, moins pour privé. Et généralement, avec les outils, on utilise le cadenas pour dire que c'est privé. OK? Quand c'est accessible, c'est comme ça. OK? Vous regardez l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Quand vous définissez les niveaux de visibilité, les règles de visibilité, donc automatiquement, il va utiliser ses propres symboles. Chaque outil utilise ses propres symboles. C'est bon? Donc ça, c'est appelé modificateur d'accès. OK. Pourquoi on fait l'encapsulation? C'est pour augmenter le couplage. C'est pour affaiblir le couplage et renforcer la cohérence interne des classes, comme vous l'avez étudié dans la conception orientée, dans la programmation orientée. Donc, on essaie de minimiser les liens entre les classes. Il ne faut pas qu'une classe accède aux données d'une autre classe. Il ne faut pas qu'un objet accède aux données d'un autre. Plus il accède, plus il sera dépendant de cet autre objet. Donc, en cas de modification, il va y avoir une répercussion des modifications. C'est ce qu'on appelle un couplage fort. Ou ça, c'est à éliminer. Donc, la meilleure des choses, c'est d'encapsuler les objets, d'interdire l'accès à vos propres variables ou vos propres méthodes qui risquent d'être modifiées. On réduit le couplage. Il y a plusieurs niveaux de couplage. OK? Mais si vous respectez l'orienté objet, vous aurez un couplage assez fort. Il y a mieux que ça, c'est le masquage d'informations. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'orienté objet ou non. Mais c'est encore mieux. Maintenant, plus vous mettez dans une classe les choses qui sont fortement liées, plus vous allez minimiser les liens entre les classes. Si ces deux objets, si dans un objet, vous mettez tout ce qui est nécessaire à l'objet pour réaliser ces tâches, cet objet n'aura pas besoin des autres objets pour réaliser ces tâches. Peut-être des fois, on va affaiblir au maximum. Un étudiant devrait avoir toutes les informations nécessaires. La classe étudiant doit contenir toutes les méthodes et tous les attributs nécessaires pour pouvoir gérer la fiche d'un étudiant. Il ne faut pas que j'aille chercher d'autres informations comme le nom ou l'adresse dans une autre classe. Si je fais une telle chose, je serai dépendant de cette nouvelle classe. Et ça va agrandir le couplage. Ça va renforcer le couplage entre les classes. Donc, en cas de modification de l'autre classe, je suis obligé de modifier ma classe étudiante. Ça va être mauvais pour la maintenabilité. Donc, je dois cacher. Et je dois mettre dans ma classe
d'une classe, plus vous allez affaiblir ces liens avec les autres classes. C'est ce qu'on cherche. Ok? Donc, faible couplage, yimchi ma la forte cohésion intra-objet. Faible couplage entre les classes ou les objets, ça induit automatiquement une forte cohérence. Maintenant, ça serait bien de rajouter même l'encapsulation de l'information. Il faut cacher aux autres développeurs toute information sur l'implémentation de votre classe, même vos collègues. Parce que si vous leur donnez des idées sur ce que vous êtes en train de faire, ils peuvent être influencés. Ok? Donc, il y a des exemples sur ça. C'est bon? Donc, tout le monde, ça, ce n'est qu'un petit rappel de l'orienté objet. Hein. Donc, la seule chose que vous devez retenir, c'est que vous avez un rectangle avec un premier compartiment qui contient le nom de la classe, un deuxième compartiment qui contient les attributs, les définitions des attributs, et un troisième compartiment qui contient pas la définition, les signatures des méthodes. Et vous rajoutez les modificateurs d'accès, selon vos désirs, bien sûr. C'est bon? Maintenant, il se trouve que dans la réalité, les classes ne se trouvent pas toutes seules. Les classes, ok, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, dans une application, je peux mettre une seule classe. Je peux créer une seule classe pour gérer toute l'université. Mais ça va être une classe géante, extra géante. Et ça ne va pas servir à grand-chose. On aura beaucoup de pertes. Donc, c'est pourquoi on est obligé de découper notre système en plusieurs classes. Tout le monde a compris cela. C'est ça, alors. L'orienté objet, c'est une philosophie, c'est un paradigme avant d'être un langage. Parce que je peux faire de la conception orientée objet et implémenter avec du C. Hein. Pas forcément avec ce C++ ou le Java ou l'autre. Hein. Je peux implémenter avec du C en respectant les concepts de l'orienté objet. Donc, c'est un paradigme. Je peux utiliser le C pour implémenter une conception orientée objet. Orienté objet, comme je l'avais dit, c'est l'individualisme avec responsabilité. Donc, vous devez regarder votre problème, retrouver tous les objets semblables, les regrouper sous forme de classe, leur associer une classe d'appartenance. Et maintenant, les classes, il y aura des classes avec plus ou moins de ressemblance, c'est-à-dire avec un chevauchement de certains attributs. Là, quand il y a des intersections, okay, vous pouvez créer des super classes. Si vous voyez qu'une classe nécessite encore une spécialisation, vous créez d'autres classes. Donc, il n'y a pas qu'une seule classe, il y a plusieurs. Une application orientée objet, c'est un certain nombre optimal, pas trop de classes, pas un nombre réduit de classes, un nombre optimal de classes qui vous permet de résoudre votre problème. Donc, si vous regardez le monde, il y a une infinité de classes. Si vous prenez maintenant la gestion de la scolarité, vous pouvez voir une infinité de classes. Vous pouvez ne pas vous arrêter en classifiant. Ça, ce n'est pas ça ce qu'on cherche. On cherche à développer un certain nombre de classes afin de résoudre notre problème, pas plus. Donc, si je vous regarde maintenant la gestion de la scolarité, j'ai la classe des étudiants, la classe des enseignants, la classe des salles, etc. Okay. Si je détaille encore plus, je peux encore créer d'autres classes. Est-ce que ça va me servir? Je ne sais pas. Vous regardez la réalité. Si vous voyez que ça ne vous sert à rien encore de classifier, vous arrêtez. Okay? Et sachez que les classes, même différentes, ont des relations. Si vous prenez la classe enseignant avec étudiant, il y a des choses communes. C'est des êtres humains, donc ils partagent beaucoup de choses. Mais si vous prenez la classe enseignant à un module, il n'y a pas de ressemblance. Un étudiant, c'est quelque chose, ou l'enseignant, c'est quelque chose de physique, il existe. Alors que module, c'est quelque chose de conceptuel, mais il existe. Est-ce que vous pouvez... Enfin, il existe conceptuellement, il n'est pas tangible. Je ne peux pas le toucher, le module. Donc, il y a pas mal d'objets conceptuels et il y a des objets physiques. Donc, si je prends un module avec un enseignant ou avec un étudiant, je vois qu'il y a quand même des liens. Okay? Prenez maintenant X, un étudiant X, il va suivre plusieurs modules, il va étudier plusieurs modules. Donc, il y a un lien entre ces objets. Quand vous voyez que dans la réalité, il y a des liens entre les objets, il faut que ça soit reflété au niveau du diagramme de classe sous forme de relation entre leurs classes. Vous ne pouvez pas mettre une association entre deux classes s'il n'y a pas de lien, je dis association, s'il n'y a pas de lien entre leurs objets. Est-ce que tout le monde a compris cette idée? Comment vous décidez de relier deux classes?
Une fois que vous avez recensé les classes, la gestion de la scolarité étudiant, le module. Comment vous allez relier les deux par une association? C'est qu'il y a dans la réalité des étudiants qui suivent des modules. Si ça n'existait pas, je ne ferai jamais une association entre ces deux classes. تسمعوا فيا يا جماعة؟ Oui, bien sûr, on vous Monsieur, entend. Ok, oui, monsieur. ok. Je vais vous dire une chose. Les classes sont des ensembles. Mathématiquement parlant, c'est des ensembles. Ok? Et les objets sont les éléments de ces classes. N'oubliez pas. Et les relations, les associations, les agrégations, on va les voir. Ok? C'est des liens entre ces éléments. Si vous voyez qu'entre les éléments de deux ensembles, il y a des liens, il y a des flèches qui vont dans un sens, okay, d'un objet vers un autre, c'est qu'il y a une association entre ces deux ensembles. C'est bon? C'est aussi simple que ça. Il y a un lien sémantique. Il y a une association. Donc, on va dire quoi? L'association exprime une connexion sémantique bidirectionnelle entre les classes. Une association, c'est une abstraction. Il y a une représentation abstraite des liens qui existent entre les objets, instances des classes associées. Les associations se représentent de la même manière que les liens. OK? Sauf que certaines limites sont imposées généralement aux interactions entre les classes. C'est le nombre. Il faut limiter le nombre de participants. Il faut vérifier la qualification des participants dans l'association, définir le rôle de chaque participant. Vous allez voir ça. Là, dans la réalité, je vois que Mohamed Boualem conduise des Mercedes pour un logiciel de gestion d'un parc roulant dans une entreprise. Donc, dans le diagramme de classe, je vais dessiner leurs deux classes, okay, et je vais mettre un trait pour dire qu'il y a une association. C'est aussi simple. C'est comme dans le modèle entité-association. Et je mets le nom de l'association. Maintenant, si vous avez besoin du sens de la lecture, vous avez besoin de connaître le sens de la lecture, vous mettez une flèche. Une flèche en dessous du nom de l'association. Je sais que personne conduit la voiture. Ce n'est pas la voiture qui conduit la personne. C'est bon? Maintenant, vous pouvez même dessiner un trait avec une flèche, sous forme d'une flèche, mais tête ouverte. Hein, tête ouverte. Vous pouvez avoir entre deux classes plusieurs associations. Une personne peut louer une voiture, peut conduire, peut posséder. Ok, supposons que vous avez une application dans laquelle vous avez besoin de mémoriser toutes ces associations. Okay, qu'est-ce qui se passe là? Ok, il y a quelqu'un qui demande l'accès, je ne sais pas. C'est bon? Donc tout le monde est d'accord. Ce n'est pas encore fini, il faut rajouter les multiplicités. Ok, quand un objet participe dans un lien, il participe avec un rôle. Donc, un employé peut être chef de projet, le projet dirigé par un chef de projet. Un employé peut être programmeur dans un projet, il peut être concepteur, etc. Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez, vous pouvez rajouter les rôles joués par les objets dans une association. Les objets d'une classe dans une association. Vous pouvez les rajouter. Quand vous avez un arc qui sort d'un état, d'un nœud, donc il peut être un arc in ou out. OK? In ou out. Les multiplicités, essayez de suivre. Donc, multiplicité, c'est à l'inverse de ce que vous avez étudié dans le modèle entité-association. Quand vous mettez la multiplicité au niveau de la voiture ici, vous devez poser cette question-là. Combien de voitures sont possédées par chaque personne? Donc, une personne possède combien de voitures? C'est bon? Dans notre cas, une personne possède 0 ou plusieurs voitures. Plusieurs, on dit étoiles. C'est bon? Vous mettez étoile. Maintenant, pour mettre ici la multiplicité, vous dites une voiture est possédée par combien de personnes? Donc là, vous mettez le nombre de personnes correspondant au nombre de propriétaires de cette voiture. Donc une voiture est possédée par, on va dire,
une et une personne. Ok, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'avoir deux, enfin, rien n'empêche d'avoir deux propriétaires ou trois. Mais il faut qu'il y ait un propriétaire au moins. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris comment on met les multiplicités? Les multiplicités, c'est les cardinalités pour ceux qui l'ont. Là, on l'appelle ici dans l'UML multiplicité. Oui, Oui, monsieur. c'est bon? Donc, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Généralement, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre cela. Donc, les multiplicités possibles, c'est ça. Donc, moi, pour la personne aux voitures, j'ai mis une personne peut posséder zéro ou plusieurs voitures. Une voiture est possédée par au moins une personne ou plusieurs personnes. Donc, un et un seul. Donc, quand vous voulez dire un et un seul, donc vous utilisez soit 1, 2.1. 0 et 1, donc 0, 1. Mn, c'est quand vous connaissez le nombre minimal et le nombre maximal. Je ne sais pas, si vous avez une personne qui appartient à une équipe de football, je crois que le minimum c'est 11, le maximum c'est 22 ou le méchaf. Monsieur, Oui, une personne, elle peut ne pas posséder de voiture là, là. oui, bien sûr, oui, c'est ce que j'ai écrit. Une personne possède zéro ou plusieurs voitures. Je vous ai dit, on donc, inverse par rapport au modèle entité-association. Faites attention. Une personne possède zéro. Vous lisez la phrase. Les gens du ML sont très pratiques. Ils respectent le sens de la lecture. Une personne possède zéro ou plusieurs voitures. Une voiture est possédée par une ou plusieurs personnes. C'est bon? pardon. Donc, deux fois même la voiture, Elle elle peut possède. ne pas. Hein? Ben, son propriétaire, c'est juste voilà, Non, j'ai mis le un propriétaire du étoile. magasin. Un étoile. Une personne morale ou bien une personne physique ou plusieurs. Rien n'empêche de s'associer pour acheter une voiture. Je ne sais pas la loi algérienne ce qu'elle stipule. Ok, maintenant, si dans un pays, on vous dit que ça doit être possédé par une seule personne, vous mettez un 1. C'est bon? D'accord. Même si elle est dans l'usine, elle est possédée par le fabricant. Maintenant, si vous connaissez le minimum, le maximum, mettez-les. Maintenant, une personne appartient à une équipe de football. Je crois que le minimum, c'est 11, ou le maximum dans une équipe de football, mais je sais pas, les remplaçants, ça atteint 22. Le 24, des jeunes. Ok. Elle boit. Maintenant, si vous avez 0 étoile, là, j'aurais pu mettre étoile directement. Ce n'est pas la peine de mettre 0 étoile. Vous pouvez mettre étoile. Maintenant, si vous avez au minimum 1, vous mettez le 1 étoile. Si vous mettez étoile, c'est 0 ou plusieurs. Si vous mettez 1 étoile, ça veut dire 1 ou plusieurs. C'est bon? Ça, c'est magnifique aussi dans l'UML. Okay? Généralement, quand on modélise, des fois, on oublie certaines choses. Vous pouvez les compléter. Des fois, je dis qu'un client commande 0 plusieurs produits. Un produit est commandé par 0 plusieurs clients. Un produit dans un magasin peut ne pas être commandé par un client. Mais j'ai oublié de mettre la quantité, la date. Où est-ce que je vais les mettre? Je ne peux pas les mettre dans client. Je ne peux pas les mettre dans produit parce que le même produit peut être commandé plusieurs fois. Ou la quantité, la date de commande concerne la commande, l'association, et non pas les associés. Donc, je suis obligé de rajouter une classe association, ce qu'on appelle une classe association. Donc, je mets une classe association, vous la voyez là, avec des petits tirets liés à l'association. C'est bon? Et vous mettez toutes les informations concernant l'association, pas les associés. Monsieur, vous pouvez Ouais. répéter pourquoi ils ont ajouté cette classe? J'ai pas bien compris. اسمع تبعني مليح عندك un client. Ok, j'ai fait une première modélisation. J'ai dit, ok, en discutant avec les clients, là, j'ai modélisé mon premier diagramme. J'ai dit qu'un client peut commander plusieurs produits. Un produit est commandé par plusieurs clients. C'est bon? Oui, monsieur. En faisant une enquête supplémentaire, j'ai vu que le client peut commander un produit avec plusieurs quantités, en plusieurs, dans une date. Où est-ce que je vais mettre les informations? La quantité ou la date? La quantité, le produit commandé par telle personne. Ça concerne la commande et non pas le produit, ça ne concerne pas le client. C'est une information, mais la commande et non pas le client,
pas le produit. Quand vous dites, ça c'est la quantité commandée par cette personne pour un produit. Donc, je vais la mettre comme classe association. Vous ne pouvez pas la mettre dans le client, parce que le client peut commander des centaines de produits. C'est-à-dire la quantité, ça concerne quel produit? Je ne peux pas la mettre dans le produit parce que le même produit peut être commandé par centaines de clients. Donc, la quantité commandée, la date de la commande, ça concerne la commande elle-même. Donc, je dois la mettre dans une classe associée. Est-ce que tu as compris? Sinon, je répète. D'accord, monsieur, j'ai compris, merci. Non, sincèrement. Si tu n'as pas compris, je répète, parce que c'est des choses. Des fois, j'aurais pu faire les choses autrement. Hein. C'est pas comme dans le Webex. Webex, je pouvais dessiner. Donc, en réalité, j'aurais pu faire client fait une commande, où la commande contient plusieurs produits. D'expérimenter, il le fera directement. Tu as vu, je peux ne pas utiliser cette association. Un client fait une commande, un client fait 0 ou plusieurs commandes. Une commande contient 1 ou plusieurs produits. Tu as compris ou là? Oui, monsieur. C'est une autre façon de faire les choses. Ou avec éviter le problème à la classe association. Tu peux éviter le problème de la classe association. Tu peux toujours Mais des fois, on commence par faire quelque chose, donc on complémente. On complémente. Avec ce qui manque. OK? Donc, vous pouvez utiliser les classes associations. Quand on dit classe association, c'est qu'il y a des données qui concernent l'association et non pas les deux classes associées. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'une association, c'est une relation entre les classes. Une classe associée. On a dépassé 1 heure, hein, Yajma. S'il vous plaît, là. Allô? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On a dépassé l'heure. Donc, vous dites à vos enseignants d'utiliser le Google Meet à partir de leur compte USTHB parce que c'est un compte professionnel. Donc, il leur permet d'aller au-delà de 1 heure. OK? D'accord, monsieur. OK, vous leur dites ou tout matin profiter hein, de vos comptes USTHB. Les associations réflexives. Pourquoi il y a la possibilité d'avoir une relation réflexive? Chaque élément. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une classe, c'est un ensemble. Je vais le dessiner quand même. Vous arrivez à voir? Je vais dessiner, s'il vous plaît. Je préfère Webex 1000 fois à Google Meet, mais à la RALB, Webex est payant. Cisco demande de payer. Pourquoi il y a la possibilité d'avoir des associations réflexives, à votre avis? Parce que une relation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez. Quand vous avez employé, c'est un ensemble. Donc, il contient plusieurs. Ok, je vais changer la couleur. Peut-être. Ok. Donc, il y a plusieurs éléments. Un premier élément. Il y a un deuxième élément. Ok. Il y a un troisième élément. Élément, malgré objet. Hein. Vous avez. Donc, les employés, il y en a beaucoup. Quand vous faites ça, un employé supervise, ça ne veut pas dire que chacun est en relation avec lui-même. Ça, c'est faux. C'est faux. Est-ce que vous avez compris là? Ça ne veut pas dire que chaque objet est forcément en relation avec lui-même. C'est faux. Ça veut dire qu'un objet d'une classe est en relation avec un objet de la même classe. Est-ce que vous avez compris cela? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire ou non. Vous pouvez répéter, monsieur, s'il vous plaît. Qui يكون عندكم une classe associée à une association réflexive. Ça veut dire que chaque élément est, enfin, un élément de l'ensemble employé est en relation avec cette relation, est en relation avec un objet et a un lien avec un objet de la même classe. Il a un lien avec lui-même. Un employé ne supervise pas lui-même. Il supervise un élément de sa propre classe. Un employé supervise un autre employé. Ou là, plusieurs gars. Rien n'empêche de superviser plusieurs. Hein.
Mais Oui, d'accord, monsieur, merci. هذه اللي درتها لكم هذه la boucle et ça ne veut pas dire OK. Dans certains cas, oui, on peut avoir une relation réflexive au niveau même des objets, mais dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. هذه supervise مش معناتها superviser روحي، superviser un pardon, superviser un autre élément. C'est bon? Ça c'est مثلًا Oui, قال monsieur, c'est X bon. directeur تاع واحد آخر، directeur de plusieurs personnes où chacun peut superviser d'autres. Donc parce que qu'est-ce qu'on avait dit? Une classe, c'est un ensemble d'éléments ou une association, c'est quoi? C'est des liens entre les éléments. Donc si vous entre les éléments appartenant à plusieurs classes. Si vous avez 2 classes distinctes, vous avez une association, ordinaire. Maintenant, si vous avez des liens entre les objets du même ensemble, de la même classe, c'est-à-dire de la même classe. Donc on parle d'une association réflexive. L'association تخرج من la classe تعاود تولي la classe. Un employé supervise un employé. Donc là, j'aurais dû mettre ici la flèche. هنايا. هلا. C'est bon? Un employé supervise un autre. Donc, un employé est subalterne d'un autre, de 0 plusieurs. OK? Un employé supervise 0 plusieurs. OK? Attendez. Donc, un employé supervise 0 plusieurs autres employés. Un employé peut être supervisé par 0 plusieurs personnes. علاش درنا 0 parce que le directeur واحد ما يحكم فيه. Au moins, il y a un chef. OK? Maintenant, si votre directeur est supervisé par un PDG, enfin, il y a sûrement quelqu'un qui n'est pas supervisé par les autres. C'est bon? معناتها في la base de données تاعك قال هذا l'employé ها هو الchef تاعو. OK? Il peut avoir un. Maintenant, si parce que علاش il peut être oui, quand vous avez un chef, le chef lui-même a un autre chef, donc en réalité, on peut avoir plusieurs chefs. Mais maintenant, c'est dans votre modélisation, vous vous intéressez uniquement au chef direct et non pas indirect, vous mettez un 1. Chacun a un seul chef. Ou les 0, 1. Parce que pour le directeur, il n'y a pas de chef. C'est bon? C'est bon, Yajma? S'il vous plaît, là. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des relations NR. علاش? On a vu une relation entre la classe et elle-même, une relation entre 2 classes distinctes, mais rien n'empêche d'avoir une relation entre 3, 4. Un enfant peut participer à un sport dans un club. Il peut être dans 2 clubs, 3 clubs, faisant 3 types de sports différents. Ça ou là. Par exemple, Oui. remplacer ça, enfant par étudiant, supposons qu'on permet à un étudiant de suivre plusieurs filières. OK, rien ne vous empêche d'être dans plusieurs clubs pour faire non pas des sports, mais des activités. Vous pouvez être dans un club pour faire du sport, une activité de sport, dans un autre club pour faire le dessin, la musique, je ne sais pas quoi. Donc, vous pouvez avoir, si vous avez besoin de modéliser ça dans votre base de données ou dans un système, donc vous devez sauvegarder. Pour sauvegarder ces informations, il faut voir cette description. OK, au niveau du diagramme de classe, parce que les classes vont être transformées en table. C'est bon? Maintenant, ce qui pose problème, c'est les multiplicités. Qui fait je définis ou les multiplicités quand vous avez une relation NR. Est-ce que quelqu'un a une idée pour déterminer? Choisir, organise, pratique, ça c'est les rôles joués par les objets de chaque classe dans cette association. Un enfant choisit un sport. Un club organise le sport. Okay? Le sport est pratiqué par le reste. Comment on détermine les multiplicités? Si vous avez n classes, vous prenez les objets à n-1. Vous créez des tuples. Okay? Des tuples de n-1 objets appartenant au n-1 classe. Et vous regardez combien d'objets de la nème classe sont en relation avec ce tuple. Maintenant, un enfant, un club. Un enfant dans un club, il a le droit de pratiquer combien de sports?
d'après votre connaissance. Il doit pratiquer au moins un sport, ça c'est sûr. Sinon, ce n'est pas la peine qu'il soit dans le club. Un enfant dans un club, il pratique un ou plusieurs sports. Maintenant, je prends un sport et un club. Un sport dans un club, il aura combien d'enfants inscrits? S'il vous plaît, aidez-moi. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Mais qu'il y a des sports boudés par les gens, ça peut être zéro. C'est comme des filières. Il y a des filières qui peuvent être gelées parce qu'il n'y a pas d'inscription. Ça roule là. Oui, oui, c'est vrai. Maintenant, des spécialités, واحد ما حب يماركي بدلوا enfant par étudiant, ديروا spécialité ou club, ديروا école ou la université. Ok, donc il y a des spécialités dans lesquelles on ne s'inscrit pas. Il n'y a pas de candidat, donc elle sera gelée. Donc un sport dans un club peut avoir 0 plusieurs enfants. Je préfère mettre étoile ici. Je mets 1 étoile. Au niveau du club, maintenant, un enfant avec un sport, il va le pratiquer, non pas dans 30 clubs, il va le pratiquer dans un seul club. Ok, je peux mettre 0, 1. 0, 1 au niveau du club. Donc, vous voyez comment vous faites pour les multiplicités. C'est bon? Oui, monsieur. La prochaine fois, je vais reprendre en présentiel, de reprendre le cours à partir des relations NR. Et on va prendre l'exemple des étudiants spécialités ou les cours dans des salles. Oui, il y a plusieurs classes où il y a la nécessité d'utiliser les relations NR. Vous pouvez éliminer les relations NR par des relations binaires, mais vous allez perdre un lien sémantique. Vous pouvez dire qu'un enfant est inscrit dans un club, un enfant pratique des sports, un sport est pratiqué dans un club, mais il n'y a pas le lien entre les trois. C'est pourquoi moi je préfère utiliser des relations NR que d'utiliser des relations binaires pour simplifier la vie, mais en perdant des liens. Ok? Le seul problème pour les gens, c'est les multiplicités. Mais je vous ai montré que c'est facile. Si vous avez 3 classes, prenez 2 objets des 2 classes et voyez combien de classes combien d'objets de la 3e classe sont en relation avec ce couple. Si vous avez 4, prenez 3 objets appartenant aux 3 classes et vous regardez combien d'objets de la 4e classe sont en relation avec ce couple. Et ainsi de suite. C'est bon? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions avant que je termine la séance? Là, c'est bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous encombrer avec les... Donc, les associations, les agrégations ou les compositions sont des cas particuliers des associations. C'est des cas particuliers. Ce qui est différent, c'est l'héritage. L'héritage, ce n'est pas une association. Sur l'héritage, les multiplicités, le nom, ou d'ailleurs, il n'y a pas réflexif, il n'y a pas d'héritage réflexif. Je me suis héritage, une classe qui hérite d'elle-même, ça n'existe pas. Par contre, l'associativité fait la réflexivité. Ok? Dans l'association, il n'y a pas la transitivité, mais l'héritage, quelle est la transitivité? Ce qui est important, c'est que l'héritage n'a pas un nom d'association, il n'y a pas un nom, mais qu'il y a les multiplicités. Parce que l'héritage, c'est une affaire entre les classes, comme vous l'avez appris dans la programmation orientée objet. L'héritage, c'est une affaire entre les classes, ça n'a rien à voir avec les objets. Vous pouvez avoir l'héritage entre 2 classes qui n'ont pas du tout d'instance, qui n'ont pas d'objet. Ok? Mais les associations ont des liens avec les objets. On ne mettra jamais une association entre 2 classes s'il n'y a pas de lien entre leurs objets. Mais on peut mettre l'héritage entre 2 classes, même si elles n'ont pas d'objet. Il n'y a pas du tout de multiplicité. Dans les associations, comme c'est une affaire entre les objets, on est obligé de mettre les multiplicités parce que ça reflète le nombre de liens entre leurs objets. Alors que dans l'héritage, il n'y a pas de multiplicité parce que ça n'a rien. L'héritage, c'est le subclassing. C'est le subtyping, si vous voulez. C'est une affaire de réutilisation de code. C'est une affaire de réutilisation de code. OK? Et je vous dis une chose, vous pouvez concevoir en orienté objet, implémenter avec un langage non orienté objet. Aucun problème. Vous pouvez respecter ce que vous êtes en train de faire dans un diagramme UML, même en implémentant avec un langage C, si vous êtes autodiscipliné. Le langage orienté objet, il vous oblige. C ou C++. C++, il vous dit quand vous utilisez une variable privée, quand vous essayez d'accéder à une variable de façon illicite, une variable privée, il vous dit que vous n'avez pas le droit. Le langage C, il vous laisse.
Mais si vous êtes autodiscipliné, vous pouvez ne pas accéder à une variable que vous avez décidé de déclarer comme privée dans le C. OK? Donc, orienté objet, c'est une philosophie, c'est un paradigme avant d'être un langage ou avec un compilateur qui vous oblige à faire certaines choses. C'est bon? Oui, monsieur. OK, mais là, on s'arrête là. Donc,